Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Presse de la Cité, présente La Maison de Charlotte, de Françoise Bourdon, interprétée par Sarah Jalabert. Prologue. 1965. Combien de temps encore pourrais-je tenir ? S'interrogea Charlotte Gallet. À son âge, 93 ans, elle avait la chance de ne pas souffrir de handicap majeur. Elle avait gardé une bonne vue, se déplaçait sans canne et conduisait toujours sa 2 chevaux aux grandes dames de sa petite-fille Violette. Seule son ouïe lui posait quelques problèmes, mais elle se débrouillait pour lire sur les lèvres de ses interlocuteurs. Non, elle n'avait pas le droit de se plaindre, en dépit de l'angoisse qui la rongeait. Qu'allait-il advenir de la maison du Cap ? Parviendrait-elle à la sauver ? Mon ultime combat, pensa-t-elle. Mue par une impulsion, elle avait roulé jusqu'à la corniche, d'où le regard embrassait la grande dune, les passes, le banc d'Arguin et la pointe du Cap Ferret. En fin d'après-midi, le soleil irisait l'eau du bassin, étale, comme s'il n'avait jamais connu de tempête. L'endroit, d'une beauté sublime, l'émouvait toujours. Elle eut une pensée pour son grand-père, pêcheur, mort dans les passes, comme nombre d'Arcachonnais, et se rappela sa grand-mère, Léonie, toujours vêtue de noir. Un sacré personnage, grand-mère Léonie, une bas rouge qui gagnait quelques sous en collectant des sangsues dans les marais d'Audange. Il y avait de cela fort longtemps. Le temps, Seigneur. Le temps avait passé si vite. Margot, sa mère, lui avait confié un jour « Tu verras, quand on avance en âge, on ne veut pas croire qu'on est devenu une pauvre vieille chose dépendante des autres. » Héritière d'une belle lignée de femmes, Charlotte avait de qui tenir. Elle se redressa. Elle était si attachée à son indépendance. Après la mort de son époux, le médecin François Gallet, elle était restée dans la villa Serena du Pilat le temps de faire son deuil. Par la suite, elle était retournée à la maison du Cap quand sa petite-fille Violette avait eu besoin d'elle, naturellement, tout en estimant normal de la laisser prendre des décisions au sujet de la propriété. Vis-à-vis de Jérôme, cependant, c'était différent. Son sang battait à ses tempes chaque fois qu'elle évoquait son petit-neveu, le petit-fils de sa sœur Marthe. Ne s'était-il pas mis en tête de vendre sa maison à un promoteur immobilier qui la raserait et édifierait à la place une résidence de plusieurs étages? C'était inconcevable. La maison du Cap devait être transmise à ses descendants, tout comme le portrait de Margot, réalisé par Édouard Manet en 1871. Elle y emploierait ses dernières forces. 1965. Un soleil léger effleurait les façades du cours de l'intendance, leur conférant une douce patine. D'habitude, Iris, sensible à la beauté de l'ordonnance classique des hôtels particuliers, on éprouvait une sensation de bonheur, comme une invitation à savourer une belle journée. Ce jour-là, cependant, il n'en était rien. Elle se dirigeait sans entrain vers le cabinet qu'elle partageait avec son associé, Pierre-Loup Sauvant, dans le Triangle d'Or, comme les Bordelais aimaient à nommer le territoire, allant des allées de Tourny au Grand Théâtre et se poursuivant cours Clémenceau jusqu'à la place Gambetta. D'un geste instinctif, elle posa la main sur son ventre, pour la retirer aussitôt. Le bébé, son bébé, aurait dû avoir 6 mois. Ses proches avaient beau lui recommander de tourner la page.
Iris ne parvenait pas à oublier. Seul Pierre-Loup avait su trouver les mots pour la réconforter. « Une fausse couche constitue toujours un drame et un arrachement », lui avait-il dit le soir où elle s'était effondrée en larmes dans ses bras. « Je ne te dirai pas d'oublier. Tu porteras toujours cet enfant en toi, mais tu dois en faire une force. » Pierre-Loup avait su la comprendre. Pas Xavier, son mari. Celui-ci estimait qu'on ne pouvait pas pleurer un fœtus sans nom. Iris ne lui avait pas pardonné d'avoir laissé les services de la maternité se charger de son enfant, alors que, victime d'une hémorragie, elle était clouée sur son lit d'hôpital. Elle aurait tant souhaité lui donner une tombe sur laquelle se recueillir. Or, pour Xavier, il fallait agir comme si rien ne s'était passé. Enfouir le drame pour n'y plus penser et avancer. C'était une règle de vie chez sa belle famille, les Véradier. Une attitude à l'anglaise, commandant de ne jamais se plaindre. Sa belle-mère, Gisèle, maîtrisait fort bien cette façon de vivre. Iris, entière et passionnée, ne la supportait pas. Elle s'efforça de respirer avec calme, afin de maîtriser les battements précipités de son cœur. Elle souffrait souvent de crises de tachycardie qui l'épuisaient. « Vous êtes trop nerveuse », avait conclu son médecin après lui avoir fait subir une batterie d'examens. « Allez nager, faites de longues marches. » Elle esquissa un sourire, comme si elle en avait le temps. Son métier d'architecte était particulièrement prenant, ce qui lui avait permis de relever la tête. C'était une vieille leçon transmise par Joris Lalande, son cher grand-père. « N'oublie jamais ça, ma chérie. Le travail constitue le meilleur remède contre la plupart des maux. » 12 ans après sa mort, elle pensait encore à lui chaque jour, et il lui manquait beaucoup. Elle se dirigea vers l'entresol où leur cabinet était installé, marqua un arrêt devant la plaque de cuivre, Iris Véradier, Pierre-Loup Sauvant, architecte DPLG, et se demanda une nouvelle fois si elle reprendrait son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé. Xavier n'avait pas accepté sa décision et lui reprochait de sacrifier leur couple à son métier. Cela n'avait pourtant rien à voir, regrettait Iris. Même si elle était incapable de se consacrer à la gestion ou à la promotion de l'exploitation familiale Véradier. C'était ce que ses beaux-parents attendaient d'elle, mais cela n'intéressait pas Iris. À 36 ans, elle estimait ne plus avoir à faire de concessions. Elle avait toujours désiré être architecte. Adolescente, elle dessinait les plans de sa maison idéale, soutenue par son aïeul, qui avait lui-même suivi l'enseignement des beaux-arts des lustres auparavant. Mais Joris Lalande avait dû se dévouer au domaine familial. Chanteclair, à la mort prématurée de son propre père. La légende, certainement trop belle pour être véridique, racontait qu'Edmond Rostand avait été invité dans la vaste demeure bâtie entre la forêt et l'océan, et qu'il y avait eu l'idée d'écrire sa fameuse pièce Chanteclair. Lorsqu'elle entendait Anna Lalande, la fille de Joris, faire référence à cet épisode, Léopoldine, la gouvernante, haussait les épaules. « Sottise et calembredaine !» marmonnait-elle. C'est Esther, la mère de Joris, qui adorait la pièce de Rostand et se prenait pour la poule faisane. Voilà tout. À l'évocation de ce souvenir, Iris esquissa un sourire attendri. Il y avait longtemps, trop longtemps, qu'elle n'avait pas serré contre elle sa chère Léo. Le temps lui faisait toujours défaut. De plus, Xavier ne supportait pas le domaine. « Parle-moi de la vigne !» déclarait-il avec un dédain non dissimulé. « Mais des hectares de forêt landaise, qui cela peut-il intéresser ?» Iris avait aimé Chanteclair, bâtisse au style si particulier, passionnément. Par la suite, cependant, elle avait eu de la peine à y retourner.
Hello, belle blonde. Iris sourit à Pierre-Loup, déjà installé à son bureau. Il portait avec élégance une chemise bleu clin et un costume gris. Il n'était pas très grand, avec des cheveux grisonnants, bien qu'il ait seulement 38 ans, et des yeux d'un bleu intense. Elle l'embrassa sur les 2 joues. « Tu ne chômes pas, dis-moi. Je te rappelle que nous devons rendre notre projet dans moins d'1 mois. » Pourvu qu'il l'accepte. J'ai parfois l'impression que les promoteurs désirent innover tout en redoutant les réactions du grand public. Ça, ma petite Iris, c'est le drame des architectes. Ils échangèrent un regard complice. Leur amitié était profonde, réconfortante depuis l'époque où ils fréquentaient tous deux l'école des beaux-arts de la rue Bonaparte. L'un et l'autre avaient dû affronter des problèmes personnels qui les avaient soudés. Xavier en prenait parfois ombrage et ne comprendrait jamais les liens l'unisson à Pierre-Loup. Elle se dirigea vers son bureau. « Je m'y mets. On déjeune ensemble ?